Cela fait déjà quelques dizaines d'années que la Chine est devenue une puissance majeure dans beaucoup de secteurs de nos jours, et ça ne fait pas exception dans le spatial. Depuis déjà 4 ans, la Chine a dépassé la France dans le nombre de vols orbitaux effectués, se plaçant en 3e position, derrière les États-Unis et surtout l'URSS et la Russie. Pourtant, malgré ce nombre élevé de vols orbitaux, il est vrai que bien souvent on ne s'intéresse pas du tout au spatial chinois ou alors de très loin, et à cause de ça, quand on parle de lanceurs chinois, on s'imagine des lanceurs provenant des années 80 et s'écrasant sur les maisons des habitants de la région. Bon, il faut l'avouer, c'est assez vrai, mais pourtant le parc des lanceurs chinois est extrêmement intéressant à étudier et nous en apprend énormément sur l'histoire spatiale du pays. Enfin bref, allons faire un petit inventaire des lanceurs de l'Empire du Milieu, histoire d'y voir un peu plus clair dans toutes ces fusées. L'histoire du spatial chinois remonte, comme pour beaucoup de pays, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après la défaite de l'Allemagne, les États-Unis, la France et l'URSS récupèrent les V2 nazis, ainsi que leurs ingénieurs. Pendant toute la fin des années 40, l'URSS va donc reproduire et améliorer ses fusées. Or, en 1949, la Chine continentale devient un pays communiste et devient donc très proche de l'Union soviétique et vont alors s'échanger énormément de savoir-faire. C'est ainsi que la Chine va pouvoir mettre la main sur des fusées R2 soviétiques qui sont très proches du V2 allemand. Cela donnera naissance au DF-1, le premier missile chinois, les lettres DF étant l'acronyme de Dongfeng, littéralement vent d'Est. Mao Zedong ne juge toutefois pas le développement de missiles comme prioritaire dans un premier temps, et le parc de missiles chinois n'évoluera que très peu jusque dans les années 60. À ce moment, la Chine dispose de son DF-3, une évolution du DF-1 dont nous venons de parler, qui provient en grande partie du R-14 soviétique. Mais à cette époque, les relations entre Chine et URSS sont assez froides, et les échanges de matériel militaire sont désormais proscrits. À partir de cette date, et pendant quasiment 40 ans, la Chine ne peut compter que sur elle-même pour réaliser ses missiles. La première explosion nucléaire chinoise va toutefois accélérer le développement de nouveaux missiles, plus puissants, chargés d'être le vecteur nucléaire du pays. Au milieu des années 60 va être lancé le développement du DF-4, sur la base du DF-3 cité précédemment. Or, de ce type de missile à un lanceur orbital, il n'y avait qu'un petit pas à franchir. Le petit électrochoc qui déclenchera le développement d'un lanceur orbital sera le lancement réussi de Diamant A par les Français en 1965, qui a montré que non seulement l'espace n'était pas réservé qu'à l'URSS aux États-Unis, mais qu'en plus la Chine se devait d'être parmi les premières nations à atteindre l'orbite. Et surtout, le Japon développe également un lanceur orbital. Or, le Japon est un pays que la Chine n'apprécie pas trop, et une sorte de course à l'orbite va se lancer entre les deux. Les Japonais seront les premiers à faire une tentative dès l'année suivante, en 1966, qui se soldera par un échec. Un deuxième essai sera réalisé la même année, également un échec. Mais cette fusée japonaise, la Lambda 4S, est assez simple dans sa conception, un lanceur composé de plusieurs étages à poudre empilés. Or, la Chine vise grand, beaucoup plus grand, avec un lanceur dérivé de son futur missile DF-4 à ergol liquide, et elle va avoir besoin de bien plus de temps pour développer son lanceur. À titre de comparaison, ce lanceur sera 25 fois plus puissant que la petite Lambda nippone. En 1967, le Japon tente une 3e fois d'atteindre l'orbite, sans succès. Le lanceur chinois, lui, ne devrait être prêt qu'en 1969, la raison de ce retard étant surtout due à la révolution culturelle lancée dans le pays, qui ralentira fortement le développement. En 1969 justement, le Japon se prépare à réaliser un nouvel essai, ce qui sera chose faite le 22 septembre. La Chine, craignant que le Japon ne réussisse, va alors précipiter le premier vol de son nouveau missile DF-4. Mais voilà, les technologies ne sont pas au point, ce qui fait que le DF-4 ne partira que le 16 novembre. Le vol suborbital chinois et la tentative de vol orbital japonaise se solderont tous deux par des échecs.
Il est à noter que certains disent que ce vol suborbital chinois serait en réalité une tentative ratée d'envoyer un satellite en orbite. Néanmoins, c'est faux, tout simplement car la fusée tirée ce jour n'avait pas de troisième étage embarqué et n'était donc pas capable de placer une quelconque charge en orbite, succès du vol ou non. Quoi qu'il en soit, la Chine réalisera un nouvel essai suborbital en janvier 70, essai qui sera une réussite. C'est décidé, le prochain lancement sera orbital. Il sera ajouté un troisième étage qui fut testé à 2 reprises sur une fusée sonde chinoise de type T7A, essais qui furent des succès. À bord de ce vol inaugural se trouvera le satellite qui sera nommé Dongfang-Hong 1, littéralement l'Orient est rouge. Le lanceur est amené à la base de Qiuquan en février, mais voilà, on apprend tout à coup que le Japon vient de réaliser une 5e tentative de vol orbital qui cette fois a réussi, le Japon venant ainsi de placer son satellite Osumi en orbite, devenant donc la 4e puissance spatiale de l'histoire. Les Chinois, eux, ne réussiront la mise en orbite de Dongfang-Hong 1 qu'en avril de la même année, faisant de la Chine la 5e puissance spatiale de l'histoire, après donc l'URSS, les États-Unis, la France et le Japon. Bien que la course à l'orbite soit perdue face au Japon, on notera tout de même qu'Osumi, le satellite japonais, pesait 24 kg, là où le premier satellite chinois en pèse 173. DFH-1 restera actif plusieurs mois et sert avant tout de satellite d'essai technologique. Les instruments scientifiques dont il aurait dû être équipé furent remplacés par un transmetteur qui a pu émettre quelques notes de la chanson L'Orient est rouge, dont il tient son nom depuis l'orbite. Après ce petit résumé des débuts du spatial chinois, on peut enfin s'intéresser au premier lanceur orbital du pays, qui fut nommé Changzheng 1, littéralement Longue Marche 1, que par la suite je vais souvent abréger en CZ1. Ce lanceur est tout simplement un missile DF-4 composé de 2 étages, auquel il fut ajouté un 3e étage à poudre, permettant d'acquérir la vitesse suffisante pour atteindre l'orbite. Le lanceur est tiré depuis la première base orbitale chinoise, située à Qiuquan, dans l'est de la Chine. La CZ1 utilise sur ses 2 premiers étages des ergols stockables, à savoir de l'U2MH et de l'acide nitrique. La CZ1 n'effectuera que 2 vols orbitaux, le premier en 70 et le deuxième l'année suivante. En effet, le secteur spatial n'étant pas considéré comme un secteur important par Mao, les futurs développements vont se faire assez lentement. La Longue Marche 1 deviendra un peu le lanceur maudit du spatial chinois. Après ces 2 vols orbitaux, une version améliorée Longue Marche 1A est envisagée avec un étage à hydrogène, mais fut abandonnée en raison de sa complexité. Une Longue Marche 1B fut aussi étudiée, qui aurait remplacé le 3e étage du lanceur par un propulseur MAGE italien, lui aussi tombé à l'eau. Dans les années 80, la Longue Marche 1C fut développée et même essayée sur banc d'essai, qui possède un 3e étage à ergols liquides stockables, utilisant un tout nouveau moteur dénommé YF40. Mais ce projet fut également abandonné. Enfin, la Longue Marche 1D fut elle aussi étudiée. Le premier étage est resté similaire, mais le deuxième étage lui fut équipé du moteur YF40 originellement développé pour la CZ1C. Le troisième étage lui est à poudre, de taille bien plus importante que celui de la CZ1. Cette version CZ1D effectuera 3 vols de démonstration pour la mise au point de nouvelles têtes nucléaires pour le pays, depuis la base de Taiyuan. Cette version était tout d'abord destinée au marché commercial, mais à la fin des années 90, la Chine est en grande partie privée de ce dernier, la CZ1D n'ayant donc plus aucune raison d'exister. Après un dernier vol toujours suborbital en 2002, la famille des Longues Marches 1 sera définitivement mise à la retraite, après 7 vols dont 2 orbitaux, répartis sur plus de 33 ans. Mais revenons un peu dans le passé pour comprendre la suite de l'évolution des lanceurs orbitaux chinois. Et pour ça, il va falloir faire un peu de politique. Au début des années 70, Mao est donc à la tête de la Chine, et impose un pouvoir fort depuis la capitale chinoise Pékin. Mais Mao a aussi une femme, Chiang Qing, qui elle détient surtout du pouvoir politique dans la ville de Shanghai, au sud du pays. En 71, un nouveau missile est développé dénommé DF-5, qui est basiquement une simple évolution plus grosse du DF-4 dont provient la Longue Marche 1. Pour ne pas que de potentiels ennemis détruisent tout le stock de missiles nucléaires d'un coup, les DF-5 sont produits et stockés à 2 endroits en même temps, à Pékin et à Shanghai justement.
Les évolutions prévues pour les lanceurs chinois vont justement se baser sur ce missile DF-5. Pékin va donc lancer le développement de la Longue Marche 2, qui devra prendre la relève du premier lanceur chinois. Mais contre toute attente, Chiang Kuing, la femme de Mao Zedong, ordonne le développement d'un lanceur qui sera construit cette fois depuis Shanghai. Un lanceur qui sera donc complètement inutile, vu qu'il aura quasiment la même capacité d'emport que la CZ-2. Ce lanceur sera appelé Feng Bao 1, qui sera ensuite traduit en français par Tempête 1. Tempête fera son premier vol en 1973, là où la Longue Marche 2 fera elle son premier vol l'année suivante. Au niveau purement technique, l'unique différence entre Tempête et le missile DF-5 est la peinture différente sur le deuxième étage, ainsi que l'utilisation de moteurs fusées un peu plus puissants sur Tempête. Vous le voyez sur ces photos, la coiffe des lanceurs est assez étrange. En réalité, il n'y a pas de coiffe. Ce que vous voyez au sommet du lanceur, ce sont directement les satellites, qui possèdent une forme très aérodynamique. Comme les satellites Corona américains et Zénith soviétiques, ces satellites sont récupérables et doivent donc pouvoir effectuer une rentrée atmosphérique. Ces satellites sont dénommés Fanhui Shi Weising, abrégés en FSV. Ils ont donc une forme aérodynamique leur permettant ainsi de se passer de coiffe pour être lancés. Les Tempêtes et CZ-2 seront lancés à un rythme d'environ 1 à 2 par an, jusqu'en 1976. À cette date, Mao n'est plus président de la Chine, et la production du lanceur Tempête à Shanghai est donc immédiatement arrêtée. C'est en effet inutile de produire 2 fois le même lanceur. 2 derniers exemplaires de Tempête en cours de construction seront tout de même lancés en 79 et 81. Mais la fin de la révolution culturelle entraînera également l'arrêt des vols de la CZ-2 dans sa première version, et ce pour plus de 4 ans. Il faut bien se rendre compte que la Tempête et la CZ-2 sont à la base de quasiment tous les lanceurs orbitaux chinois jusqu'il y a quelques années. C'est-à-dire que tous les lanceurs chinois vont utiliser comme carburant pour le premier étage de l'UDMH et du peroxyde d'azote, et l'on pourra aussi noter que sur le reste de la famille, le diamètre du premier étage restera fixé à 3,35 mètres précisément. Ce chiffre ne peut pas être augmenté facilement, tout simplement car il s'agit du diamètre maximal des tunnels de voies ferrées en Chine par lesquels passent les étages. À la suite des premiers vols de la Longue Marche 2, 3 versions améliorées seront étudiées. La CZ-2A tout d'abord, la CZ-2B, elle, aurait dû avoir des caractéristiques similaires à celles de la Longue Marche 4, lanceur qui remplacera ce projet, dont nous parlerons également tout à l'heure. Ensuite fut étudiée la Longue Marche 2C, qui ressemble très fortement à la Longue Marche 2. À l'époque, elle était censée remplir la fonction de lanceur habité pour l'envoi du vaisseau spatial Shuguang, littéralement aube. Ce tout petit vaisseau aurait été capable d'emporter 1 à 2 taïkonautes vers l'orbite basse et aurait eu un design très proche des satellites récupérables FSV dont nous avons parlé un peu plus tôt. Un groupe de taïkonautes commencera même son entraînement pour voler sur cette capsule, mais le projet fut annulé à l'arrivée de Deng Xiaoping au pouvoir. Shuguang aurait dû partir justement sur Longue Marche 2C. C'est un lanceur bi-étage qui peut être utilisé avec différentes coiffes. Cette première version volera jusqu'au milieu des années 90, avant d'être remplacée par une version améliorée de la CZ-2C, qui possède un deuxième étage agrandi. Cette nouvelle itération ne possède pas de nom officiel, je vais donc juste la nommer CZ-2C-2. Ce lanceur est également modulable, puisqu'il est possible d'ajouter au besoin un troisième étage supérieur au lanceur. De 97 à 99, la CZ-2C-2 enverra en tout 14 satellites de la constellation américaine Iridium, répartis sur 7 lancements. Sur ces vols, le lanceur sera équipé d'un de ses étages, dénommé ici SD. Ces vols Iridium cesseront quand les États-Unis interdiront à la compagnie de lancer depuis la Chine. En 2003 et 2004, la CZ-2C-2 effectuera 2 autres vols avec un petit étage à poudre, dénommé SM, pour le lancement de 2 satellites Double Star en coopération avec l'ESA. En 2004 aussi, une nouvelle version améliorée voit le jour, que je vais appeler CZ-2C-3. La seule différence visible est l'ajout de petits ailerons à la base du premier étage, aidant à la stabilisation du lanceur. C'est cette version qui est toujours en service aujourd'hui. On pourra tout de même noter que 3 vols de cette version se feront avec un petit étage à poudre dénommé SMA, qui était placé dans la coiffe sous satellite. Enfin, un vol fut aussi réalisé avec un troisième étage YZ-1S, à ergol liquide cette fois. On pourra aussi noter que sur un lancement en août 2019, le premier étage fut équipé de panneaux cellulaires, aussi appelés panneaux de stabilisation, sur le haut de ce même étage. Cela avait pour but de pouvoir contrôler la descente de l'étage après sa séparation. Pour comprendre l'utilité, il faut savoir que la CZ-2 peut tout d'abord décoller depuis la base de Qiuquan, dont nous avons déjà parlé, c'est d'ici qu'était partie la Longue Marche 1 et la Tempête.
mais le lanceur peut aussi partir de 2 endroits. Les bases de Xinjiang, dans le centre de la Chine, au milieu des montagnes et à presque 2000 mètres d'altitude. Enfin, elle peut aussi partir de la base de Taiyuan, au nord de la Chine, dans une région un peu vallonnée. Or, comme vous le voyez, ces bases sont à l'intérieur des terres, ce qui fait que lors des lancements, le premier étage retombe souvent aussi sur les terres, et assez fréquemment dans les villages. C'est ainsi que des maisons se retrouvent transpercées par des moteurs ou des morceaux de coiffe. Les habitants, eux, sont rémunérés pour chaque pièce de fusée qu'ils trouvent par le gouvernement, et les dégâts sur les habitations sont bien évidemment remboursés par l'État. Mais vous comprendrez tout de même que cette situation n'est pas vraiment souhaitable. Voici pourquoi la Chine a expérimenté ces panneaux de stabilisation en 2019, afin de pouvoir diriger l'étage à l'extérieur des villages. La CZ-2C est considérée comme un lanceur moyen léger, ne pouvant emporter que de petites charges utiles en orbite. La Chine a donc naturellement, dès les années 80, cherché à développer des lanceurs plus lourds, surtout qu'à cette époque, Ariane faisait son entrée fracassante sur le marché du lancement de satellites commerciaux, et la Chine comptait bien pouvoir la concurrencer. C'est ainsi qu'elle va commencer le développement de la Longue Marche 3. Dans sa première version, c'est simplement une CZ-2C à laquelle on a ajouté un 3e étage à hydrogène, une technologie que la Chine sera la 3e à maîtriser après les USA et la France. Mais à l'époque de son développement, cette technologie d'étage à hydrogène restait très difficile à manier, et les bureaux d'études de Pékin disaient eux-mêmes que ce lanceur avait énormément de chances d'échouer. Or, vous vous souvenez de la rivalité entre Pékin et Shanghai dont nous avions parlé tout à l'heure ? Eh bien, même si les tensions se sont un peu apaisées, cette petite rivalité est restée dans les esprits des deux villes, et Shanghai va alors décider de créer un nouveau lanceur concurrent de la CZ-3, qui pourra la remplacer si elle échoue à voler correctement. Ce lanceur s'appellera dans un premier temps Tempête 2. Cette décision est approuvée par le gouvernement, qui voit là un bon moyen de disposer quoi qu'il arrive d'au moins un nouveau lanceur. La Longue Marche 3 effectuera pourtant ses premiers vols avec succès en 84. Or, les premiers exemplaires de Tempête 2, entre-temps renommés Longue Marche 4, sont déjà en cours de construction. Un petit tour de passe-passe va alors être décidé. La CZ-3 sera évoluée en version de plus en plus puissante pour devenir le nouveau lanceur lourd chinois. Mais, elle abandonnera ses versions les plus légères au profit de la Longue Marche 4. Cette CZ-4 est, elle, toujours fabriquée à Shanghai de nos jours, mais il fut décidé qu'elle serait privée des versions les plus lourdes, et se contentera donc juste de remplacer les versions légères de la CZ-3. Bref, comme ça, tout le monde est content. Revenons un peu sur la Longue Marche 3, nous parlerons de la CZ-4 juste après. La Longue Marche 3 effectue donc son premier vol orbital en 84, qui sera un échec partiel. La même année, une nouvelle tentative sera effectuée, et sera un succès complet. C'est cette version qui fera les premiers vols commerciaux du lanceur, qui trouve très vite plusieurs clients. La CZ-3 fera son dernier vol en 2000, pour être remplacée par la CZ-3A, qui dispose d'un premier étage et d'un 3e étage beaucoup plus grand. Elle effectue son premier vol en 94, et elle est techniquement toujours en service de nos jours, même si elle n'a pas volé depuis 2018. Nous savons qu'un exemplaire traîne dans les cartons à Pékin, mais il se peut tout à fait qu'il ne soit jamais utilisé. La CZ-3A sera aussi déclinée en une version CZ-3B, qui possède 4 boosters à ergols liquides sur les côtés, ce qui fera de cette version la plus puissante dont dispose la Chine jusqu'à récemment. Son premier vol en 96 sera catastrophique. Le lanceur part sur le côté, et comme il n'y avait pas de système d'autodestruction à l'époque, fonce sur un village voisin et s'y écrase. Les autorités ont déclaré que l'explosion a fait 6 morts, mais d'autres organisations estiment que ce chiffre aurait pu être entre 200 et 800 victimes. En 2012, une version améliorée voit le jour, dénommée CZ-3BG, ou parfois CZ-3BE selon les sources, qui possède un premier étage ainsi que des boosters allongés. Cette version est toujours en service aujourd'hui, et fut déclinée en de nombreuses sous-versions, G1, G2, G3, G3Z, et très récemment G3Z2. Enfin, la CZ-3B fut également dérivée en CZ-3C, qui est complètement similaire, mais avec 2 boosters au lieu de 4. Elle fit son premier vol en 2008, et est toujours en service actuellement. Elle fut tout comme la CZ-3B dérivée en plusieurs versions, dénommées CZ-2C G1, 2, 3, 3Z, bref vous avez compris. La famille des Longues Marches 3 enverra beaucoup de satellites commerciaux étrangers, mais aussi plusieurs sondes lunaires et également tous les satellites de la constellation Beidou, l'équivalent du GPS américain ou du Galileo européen. Cette fusée n'est lancée que depuis Xinjiang, dans le centre de la Chine, et pose donc les mêmes problèmes de retombée des étages sur les villages que la CZ-2.
Pour contrer cela, la Chine a essayé début 2020 de placer des parachutes dans les boosters du lanceur afin de limiter les zones de retombée. Revenons désormais à notre Long March 4, qui au début servait donc de lanceur de remplacement à la CZ-3. Elle effectua son premier vol en 88 et en fit un autre 2 ans plus tard, tous deux réussis. Il est à noter que cette première version était nommée CZ-4A, et pour une raison que je n'explique pas moi-même, il n'y a pas eu de CZ-4 tout court. Par la suite, cette première version fut remplacée par la CZ-4B et 4C, qui sont deux lanceurs très proches, et qui diffèrent uniquement sur le moteur du troisième étage, qui est légèrement plus performant sur la CZ-4C et réallumable. Ces lanceurs possèdent 3 étages, mais contrairement à la Long March 3, ce troisième étage n'est pas à hydrogène mais à UDMH, comme les étages inférieurs. Ces deux versions n'évolueront que très peu jusqu'aujourd'hui, et continuent à voler de manière fréquente. Les CZ-4 décollent principalement de la base de Taiyuan, mais peuvent aussi partir de Qiuquan, et très récemment depuis Xinchang également. Malgré le fait qu'elle ait très peu évolué, une nouvelle version sera tout de même créée en 92, qui consiste en une CZ-4 classique, mais à laquelle on va retirer le troisième étage. Cela permet de créer un lanceur aux capacités intermédiaires entre la CZ-2 et la CZ-4, et pour une raison que moi-même je n'explique pas vraiment, cette version sera nommée Long March 2D, alors qu'elle n'a strictement rien à voir avec le reste des CZ-2. La CZ-2D fera 3 vols dans sa première itération en 92 et 96, avant d'être remplacée par une version améliorée que l'on va appeler CZ-2D2, à laquelle il fut ajouté des ailerons à la base du premier étage, et qui volent toujours aujourd'hui de manière fréquente. On pourra noter que cette version effectua un vol en 2018 équipé d'un troisième étage YZ3 à ergol liquide. Il nous reste encore à parler de quelques versions. En effet, le développement de la CZ-3B, la version lourde donc, prenait beaucoup de temps, et ne vole qu'en 96. Avant ça, la Chine décide alors de créer un lanceur de substitution, en attendant l'arrivée de cette version lourde. Pour ça, elle va prendre sa CZ-2C, allonger légèrement le premier étage, ajouter 4 boosters ergol liquide et développer un nouveau deuxième étage beaucoup plus grand que celui de la CZ-2C. Cette nouvelle version sera appelée Long March 2E et effectuera 7 vols entre 90 et 95 avant d'être remplacée par la CZ-3B comme on l'a dit précédemment. Cette version intermédiaire a aussi servi à réaliser des tests sur les boosters qui étaient complètement nouveaux à l'époque en Chine. Pour l'anecdote, on peut aussi noter que certains vols de la CZ-2E se firent avec des satellites commerciaux à bord, qui souvent utilisaient un petit étage supplémentaire pour arrondir leur orbite, directement intégré au satellite justement. Étage qui était un Star 63 américain. Et oui, des étages américains ont déjà volé sur un lanceur chinois, chose qui serait complètement impensable de nos jours. La CZ-2E arrêta certes ses vols assez tôt, mais elle allait pourtant donner naissance au lanceur le plus important pour la Chine. En 99 à Qiuquan, une fusée sort du bâtiment d'assemblage. Il s'agit d'une CZ-2E avec un premier étage allongé, un deuxième étage légèrement raccourci et des boosters agrandis, la CZ-2F. Et surtout, à son sommet se trouve une tour de sauvetage. Et oui, sous la coiffe se trouve le tout nouveau vaisseau habité du pays, le Chenzhou. Ce vaisseau est une itération très modernisée du vaisseau soviétique Soyouz, qui, à la chute de l'URSS, fut racheté par la Chine sous licence. La CZ-2F possède donc des éléments en commun avec Soyouz, notamment au niveau du système d'éjection. La CZ-2F effectua 5 vols de tests inhabités, avant qu'en 2003 elle n'emporte Yang Liwei en orbite à bord de Chenzhou 5. Elle effectuera 2 autres vols dans sa première version, pour l'envoi de Chenzhou 6 et 7, avant d'être remplacée par une version améliorée, dénommée dans un premier temps CZ-2G, puis finalement CZ-2FG. Elle est toujours en service de nos jours, et devrait emporter dès l'année prochaine Chenzhou 12 et les missions suivantes vers la future station spatiale chinoise. En 2011 et 2016 toutefois, la CZ-2F effectuera 2 vols assez particuliers dans une version dénommée CZ-2F-T, la lettre T étant la première lettre de Tiangong, la station spatiale qui se trouvait alors sous la coiffe du lanceur. Cette version est techniquement toujours en service aujourd'hui et pourrait envoyer dans les prochains mois un avion spatial expérimental dénommé Qianlong en orbite. Nous venons donc de finir ici de décrire ce que j'appelle la famille des lanceurs traditionnels de la Chine, qui a réalisé l'immense majorité des vols orbitaux chinois, et qui est aussi la plus complexe à comprendre. Cette vidéo sera divisée en 2 parties au vu de sa longueur, et nous parlerons donc des autres lanceurs chinois dans la deuxième partie. Et promis, ça sera un peu moins compliqué à comprendre. Sur ce, je vous dis à dans très peu de temps pour la suite de cette vidéo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1，点火。428毫秒，T0 220 04分12秒，428毫秒。酒泉程序转弯，东风程序转弯。酒泉光学跟踪正常。